Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. C'est de Paris que nous allons commencer le reportage sur le Grand Prix de Monza, le Grand Prix de Formule 1. Et vraisemblablement, après quelques tours de course, Stéphane Collaro pourra reprendre l'antenne. Le Grand Prix de Monza, c'est le 9e Grand Prix de la saison. Et il y a encore à peine 10 jours, l'on se demandait quel serait le plateau proposé au Grand Prix d'Italie. En effet, vous le savez tous, Matra était incertain pour le Grand Prix d'Italie après le Grand Prix d'Allemagne disputé sur le circuit du Nürburgring. Matra, avec des résultats peu convaincants, avait décidé d'abandonner momentanément la compétition et d'essayer de régler leur voiture de manière à pouvoir mieux figurer dans les épreuves de Formule 1. Du côté Ferrari, c'était un petit peu le même problème. Vous le savez, Jackie X sur Ferrari souffrait toujours du même mal, le mal qui ronge beaucoup de voitures, c'est-à-dire les pneumatiques qui font souvent la décision dans les grands prix de Formule. Sans oublier également le moteur. Vous savez que ce 9e Grand Prix de la saison sera intéressant, du moins en ce qui concerne les pilotes qui peuvent accéder à la place de Dauphin, puisque d'ores et déjà, depuis le Grand Prix d'Autriche, Jackie Stewart sur Tyrrell est déjà assuré du titre de champion du monde 1972. La position des pilotes pour la place de Dauphin, eh bien, elle est claire. Jackie X est en seconde position avec 19 points. Ronnie Peterson, qui fut excellent la semaine dernière en Angleterre, lui est 3e avec 17 points. Vient ensuite Emerson Fittipaldi avec 16 points. Emerson Fittipaldi qui d'ailleurs courra sur une Lotus privée, puisque Lotus ne s'est pas présenté aujourd'hui au Grand Prix de Monza pour des questions extrasportives. Le 5e, c'est Joe Seifert et sa BRM avec 13 points. Joe Seifert, qui, vous vous souvenez, le 15 août dernier, avait remporté le Grand Prix d'Autriche. Le 6e, c'est Clay Regazzoni, qui aura également une Ferrari. Clay Regazzoni possède, il est d'ailleurs ex aequo à la 6e place avec Mario Andretti et François Sever. Ces trois pilotes possèdent 12 points. Donc la lutte pour la place de Dauphin se résume entre ces pilotes, c'est-à-dire X, Peterson, Fittipaldi, Sever, Regazzoni, Andretti et Sever. Les temps aux essais ont été bons dans l'ensemble, du moins du côté français, puisque Chris Amon, dès la première journée, s'est distingué en réalisant le meilleur temps, le meilleur chrono, avec un temps approchant les 1 minute 24 secondes, c'est-à-dire un peu plus de 250 km/h de moyenne au tour. On ne devrait pas tarder maintenant à assister au départ de ce 9e Grand Prix. Vous voyez les pilotes maintenant qui sont dans leur véhicule. Ici, c'est la voiture numéro 3. Ici, nous voyons la Matra de Chris Amon. Et pour la première fois depuis cette année, je crois que, si j'ai bonne mémoire, une Matra se trouvera à la ligne numéro 1. Derrière, vous voyez la BRM de Joe Seifert, la BRM numéro 20. Et ici, c'est Jackie X. Je crois que maintenant Stéphane Collaro est en ligne. Il va pouvoir vous commenter avec beaucoup plus de précision ce 9e Grand Prix de la saison. À vous, Stéphane Collaro. Vous avez pu constater, après cette énumération, que plusieurs des participants habituels des Grands Prix de Formule 1 manquaient à l'appel. Il manque Hulme, qui a voulu s'engager dans une course aux États-Unis, disputée sur le circuit d'Ontario, près de Los Angeles. Il n'a d'ailleurs pas pu se qualifier pour cette course. Il manque Ren Wissel, le 2e pilote de Lotus, puisque Lotus ne participe pas au Grand Prix. Il manque Rob Stomlen, qui a été
d'une sortie de route à quelques 290 km/h aux essais, dont la voiture a été sérieusement endommagée. Il manque Beltoise, bien sûr, qui est suspendu jusqu'à la semaine prochaine encore par la Fédération internationale. Par contre, on assiste aux rentrées de Moser et de Sabelazi, le pilote suisse Moser, et également de Michael Wood, qui fait sa rentrée en Formule 1. Et aussi, on voit la première apparition dans un Grand Prix comptant pour le championnat du monde de Jean-Pierre Jarier, un jeune pilote français qui promet beaucoup, mais qui dispose hélas aussi d'une vieille marche assez peu compétitive. Dans quelques secondes, donc maintenant, départ du Grand Prix d'Italie. Je vous rappelle les positions des deux premières lignes. Emon à droite sur votre écran et X qui avance maintenant sur la vraie grille de départ. Derrière Emon, Seifert, derrière X, Oden, Ganley. Oh là là, Regazzoni, vous l'avez vu, vous avez vu passer Regazzoni comme un bolide. Regazzoni qui a d'ailleurs, on peut le dire, un petit peu volé le départ et même assez nettement volé le départ et qui est parti comme un véritable boulet de canon. Regazzoni se trouvait sur la quatrième ligne à gauche sur votre écran et il est passé devant tout le monde très nettement. Il a anticipé le départ d'une bonne seconde. Mais comme il pilote une Ferrari, je ne pense pas qu'il soit pénalisé. Sur un autre circuit, Regazzoni serait très certainement pénalisé. Vous voyez Regazzoni qui précède la BRM de Seifert. Derrière la Tyrrell, oui, la Tyrrell de François Sever ou celle de Jackie Stewart, c'est bien difficile à dire. Et maintenant, je pense que nous pouvons vous dire un petit peu ce qui va se passer durant cette course de Monza. Il s'agit d'un circuit extrêmement spécial. Voilà. On arrive déjà à la parabolique, une marche là-bas qui déboîte. Et Seifert qui essaye de prendre Regazzoni à l'intérieur. Les voitures qui débouchent à nouveau devant la ligne droite des tribunes avec Regazzoni, Seifert, Stewart. Comme je vous le disais il y a un instant, donc il s'agit d'un circuit très spécial, dans la mesure où il est composé presque uniquement de grandes lignes droites et de grandes courbes, avec juste à chaque extrémité du circuit des virages plus serrés. Il s'agit des virages de l'ESMO, vers lesquels les concurrents se dirigent actuellement, et de la courbe, la fameuse courbe parabolique, dans laquelle vous avez vu tout à l'heure Seifert essayer de passer Regazzoni. Là, voici la sortie du premier virage de l'ESMO et le deuxième droite de l'ESMO. Et maintenant, c'est absolument à fond, à quelques 300 km/h, jusqu'à la courbe parabolique. Donc sur un circuit aussi rapide, où il y a assez peu de sélection en matière de pilotage, parce qu'il n'y a pas d'enchaînement de virages ni rien, eh bien, se joue énormément en plus le phénomène de l'aspiration qui diminue les différences entre les voitures, et on assiste, comme vous pouvez le voir en ce moment, à une course assez hallucinante en peloton. Regardez le peloton qui s'est formé. Pour l'instant, c'est toujours Regazzoni devant Seifert. Et voilà. Dans ce peloton, on va assister maintenant à une course par élimination. Les hommes du deuxième peloton ne sont pas encore d'ailleurs lâchés, car l'aspiration joue encore à quelques 150 mètres. Pour nous résumer, ce qui importe donc pour l'instant, c'est de faire partie du peloton de tête. Et ce peloton de tête compte actuellement, comme vous avez pu le voir, une bonne quinzaine de voitures. Au fil des tours maintenant, quelques-unes des voitures vont se faire lâcher de ce peloton. Et puis il y en a d'autres, vous voyez Seifert en tête maintenant. Et puis il y en a d'autres évidemment qui vont souffrir d'ennui mécanique, surtout avec la chaleur terrible qui règne ici à Monza, et qui va contribuer encore à faire souffrir des mécaniques qui sont vraiment sollicités au maximum pendant toute la course.
Évidemment, à l'œil, ça va être assez spectaculaire car on va assister à des changements de position incessants. Là, vous voyez, regardez, vous voyez, tout à fait à l'intérieur, c'est Peterson. Peterson qui s'infiltre. Oh là là, oui, il a réussi à passer seulement Stewart, tandis que Regazzoni est toujours au commandement. Qui fume. Là, il y a Michael Wood. Michael Wood sur la deuxième sortie qui lève le bras. Vous voyez, il est au ralenti. Et puis, une BRM qui s'arrête. Il s'agit de la BRM d'Helmut Marko. Helmut Marko qui repart maintenant, mais en ayant perdu, bien sûr, toute chance de pouvoir encore bien figurer dans ce Grand Prix d'Italie, à moins bien sûr que tout le monde casse, ce qui paraît quand même bien improbable. Une voiture qui fume un peu, il m'a semblé que c'était la voiture de Stewart. Ou celle de Seifert plutôt, oui. Vous voyez, c'est Sever qui ferme la marche du peloton. Voilà, ce peloton impressionnant. Toutes les voitures que vous venez de voir passer là. Peterson qui essaye de prendre la tête maintenant à droite sur votre écran. Voilà, Peterson en tête. Stewart deuxième. Oui, toutes les voitures que vous avez vues sortir là ou là, il y a quelqu'un qui fume de plus en plus là. Je vais vous dire qui c'est au passage devant les tribunes. Il s'agit de Nanni Galli et de sa marche. Je vous avais dit que nous allions assister à une ronde assez hallucinante, et c'est vraiment le cas, car quand vous voyez passer ce peloton compact qui tourne à plus de 245 de moyenne, je pense que vous pouvez vous imaginer clairement les conséquences de la moindre rupture mécanique au milieu de ce paquet. Si quelqu'un a une pièce qui casse, ça fait vraiment un carambolage, et c'est vraiment le gros danger de cette course. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Josso, qui est à mes côtés, est bien placé pour parler de ce problème, puisqu'il a été victime justement de cette mésaventure au cours d'une course de Formule 2 à Monza. Oui, c'est exact, ça se passait en 68 et c'était pendant des courses de Formule 2 où j'ai bien failli y rester. Enfin, c'est bien oublié et je regrette seulement de parcourir en Formule 1 sur ce Grand Prix. Voilà, vous voyez Stewart à la corde, Peterson à l'extérieur qui conserve l'avantage. Et nous allons essayer de voir un petit peu mieux là qu'il y a dans ce peloton de tête maintenant. Ce qui concerne les trois premiers, donc Peterson, Stewart, Seifert, également Regazzoni et X, Sever, et puis aussi les deux BRM de Guettin et de Ganley, Chris Amon. Oui, je ne vois plus passer effectivement depuis un petit moment Jean-Pierre Jarier. Si, le voilà. Jean-Pierre Jarier qui est bien sûr très attardé mais qui dispose d'une voiture beaucoup moins compétitive que celle de ses concurrents. Et Stewart au commandement. Stewart au commandement sur ce circuit où, comme je vous le disais, il est pratiquement impossible d'essayer de s'échapper du peloton. Il faudrait pour cela avoir une voiture vraiment qui fasse 20 ou 30 chevaux de mieux que les autres facilement, même peut-être plus. Et Peterson qui reprend le commandement. Sever s'est rapproché de la tête, il est actuellement 5e. Mais à vrai dire, ce n'est pas très très important actuellement de faire partie des hommes de tête. Ce qui est très très important, c'est d'être très très vigilant pour ne pas être victime d'une cassure. Qui pourrait provoquer un scindement en deux parties de ce peloton de tête. Il y a également Pescarolo qui est dans ce peloton de tête.
Et un arrêt maintenant, un arrêt pour Tim Schenken, qui lui aussi faisait partie du groupe de tête. Tim Schenken, décidément assez malchanceux avec sa Brabham, puisqu'il n'a pu réussir à bien se classer qu'au Grand Prix d'Autriche, où il a pris la 3e place, après avoir vraiment très bien figuré au cours d'un grand nombre de courses cette saison. Un autre arrêt, il me semble que c'est Silvio Moser. Et toujours cette meute impressionnante qui débouche à quelques 300 km/h de la Curva del Vialone pour s'engager dans la parabolique que vous voyez actuellement, la parabolique qui se prend en 3e à environ 150 km/h. Parabolique qui débouche sur la ligne droite des tribunes. Avec une légère cassure entre le groupe de tête et 3 pilotes qui ont, semble-t-il, du mal à s'accrocher. Il s'agit de Oliver et de sa McLaren, de Nanni Galli et de sa March, et d'Henri Pescarolo et de sa March. Mais enfin, ils ne sont pas encore décramponnés. Car je vous dis, en dépit des apparences, jusqu'à quelques 150 mètres des voitures de tête, on est encore sous l'effet de l'aspiration. Stewart en tête. Stewart en tête. Stewart qui est déjà assuré du titre de champion du monde 71. En effet, il ne peut plus être rejoint par aucun de ses adversaires. Et vous voyez Sever qui passe à l'attaque. C'est Peterson qui a déboîté juste devant le nez de Sever. Et à la corde là-bas, c'est Jackie Claire-Regazzoni. Et je vous parlais des 3 voitures qui avaient du mal à suivre et qu'elles ne sont pas encore complètement décramponnées. Elles sont encore sous l'effet de l'aspiration, mais elles ont du mal. Peterson, qui va Sever, qui va Stewart. Vous voyez la moyenne, 236 km/h. J'étais en train de vous dire que Stewart était assuré du titre de champion du monde 71, mais ce qui était particulièrement intéressant, c'était d'assister à la lutte que l'on enregistre actuellement au championnat du monde pour la place de 2e derrière Stewart. Une lutte entre Jackie Hicks, qui est actuellement 2e avec 19 points, et qui fait partie du groupe de tête, Ronnie Peterson, qui est 3e avec 17 points. Emerson Fittipaldi, lui, ne pourra pas figurer ici car il pilote une voiture qui en est encore au stade expérimental, la Lotus à turbine. Emerson Fittipaldi était pourtant 4e au championnat du monde avec 16 points. Joe Siffert, lui, après sa victoire en Autriche, est 5e avec 13 points. Vraiment, il faut que ces pilotes aient une confiance absolue et totale les uns dans les autres. C'est Claire Regazzoni qui a pris la tête maintenant. Qu'ils aient une confiance totale les uns dans les autres pour se livrer à ce petit ballet. Un ballet qui se déroule à 300 km/h. Et vous le voyez, un paquet compact d'une quinzaine de voitures qui déboîtent à quelques centimètres les unes des autres. Mais à vrai dire, la grande crainte, ce n'est pas l'accident sur faute de conduite dans un pilotage à ce niveau-là, mais c'est plutôt l'accident sur rupture mécanique. Voilà, Peterson en tête. Peterson avec des larges dérapages un petit peu à la Rins. Jochen Rindt, d'ailleurs, j'étais en train de parler de lui, Jochen Rindt, qui a trouvé la mort l'année dernière sur ce même circuit de Monza. Le dernier jour des essais.
trouvé la mort exactement ici, au freinage de la parabolique, où une pièce a cassé sur sa voiture. Vous voyez que ça glisse énormément, Jean-Pierre Josseau, dans la parabolique. Oui, énormément, parce que toutes les voitures sont en appui sur la même trajectoire. Comme elles passent toutes au même endroit, et toutes fument un tout petit peu, alors elles déposent de l'huile et de la gomme en même temps sur la piste, et ça devient effarant. Au bout de 10 tours, 20 tours de course, ça va être époustouflant, parce que avec la chaleur, en plus, les pneus ont tendance à vouloir se décomposer plus ou moins, et ça fait un amalgame qui est très difficile et qui permet justement de déraper presque comme sur de l'eau. Est-ce que vous avez un pronostic là? Je sais que c'est pratiquement, c'est une question un petit peu piège, parce que c'est pratiquement impossible d'en donner un, mais faites-en un quand même. Bien, c'est assez difficile effectivement, mais enfin il y a une voiture bleue, il y a des voitures blanches, il y a des voitures rouges. Alors, j'aimerais que ça se termine dans l'ordre du drapeau français. Je suis un petit peu chauvin sur les bords, alors j'aimerais beaucoup que ce soit Matra qui gagne. Derrière une voiture blanche, n'importe laquelle. Derrière, après ça, une voiture rouge et n'importe laquelle encore. Les voitures rouges, c'est une voiture rouge qui est en tête, mais elle n'est pourtant pas italienne, puisqu'il s'agit de la marche de Ronnie Peterson. De la marche de Ronnie Peterson, qui est au commandement maintenant. Oui, vous me signalez, Jean-Pierre Josseau, qu'on voit fumer la voiture de Stewart, je crois, dans la parabolique, mais par contre, elle ne fume absolument pas la ligne droite. Est-ce que ce n'est pas dans le virage, alors que la voiture est un petit peu en appui, de l'huile qui tombe sur les échappements, par exemple? C'est possible qu'avec les grandes courbes, de l'huile vienne dans le réservoir qui permet justement de récupérer toutes les vapeurs d'huile. Et cette huile ressortant un petit peu, par exemple, sur le pot d'échappement, peut permettre de fumer, mais seulement dans les courbes. Quand il passe devant nous, il n'y a apparemment rien, donc j'espère qu'il n'y a rien pour lui. Un arrêt, oh, c'est Jean-Pierre Jarier. Où il s'arrête, ou alors, très prudemment, il laisse passer tout le groupe de tête devant lui. Nous allons en savoir plus. Nous allons le savoir. Il est bien évident que cette course est une course d'entraînement pour ce jeune pilote. Et que peut-être qu'il a choisi tout à fait élégamment de se ranger prudemment pour ne pas gêner le groupe de tête. Un groupe de tête dans lequel c'est Claire Regazzoni qui est toujours au commandement. Oh, une petite cassure. Une petite cassure. Et ici un arrêt qui est celui de Nani Galli, me semble-t-il. Et cet arrêt de Nani Galli, car je pense qu'il s'agit de lui, va peut-être coûter une place d'honneur à Henri Pescarolo. Aussi bizarre que ça puisse paraître, car en effet, oh là là, regardez, il semble que 4 voitures soient en train de se détacher maintenant. Il y a les 2 Tyrrell, il y a la Ferrari de Regazzoni, et puis il y a également la marche de Ronnie Peterson, avec François Sever en tête. Avec François Sever en tête, François Sever, la grande révélation de l'année, après les 2 magnifiques 2e places. Vous voyez que les 4 voitures ont réussi à prendre un léger avantage, mais je ne pense pas que ce soit encore suffisant et encore décisif. Nous allons le savoir dans 1 ou 2 tours. Ronnie Peterson en tête maintenant. Non, je pense que le 2e peloton va revenir. Ah, le 2e peloton va revenir peut-être. Celui qui aura plus de mal à revenir, c'est Henri Pescarolo, que vous voyez apparaître maintenant. Là, il vient de passer. Et je vous disais tout à l'heure qu'il avait peut-être été victime de l'arrêt de Nani Galli.
car en effet il se trouvait juste derrière Nanni Galli, et si Nanni Galli a été obligé de ralentir brusquement devant lui par la suite d'une défaillance mécanique, eh bien ça lui a fait peut-être perdre une petite seconde qui a suffi pour lui faire perdre le contact avec le groupe de tête et le sortir de l'aspiration. François Sever en tête. Les deux Tyrrell d'ailleurs en tête. Non, la Tyrrell et la marche. Vous voyez que X occupe une position intermédiaire entre les deux pelotons, et on peut dire qu'il va servir sans doute de relais entre les deux pelotons. C'est très très curieux ces phénomènes d'aspiration. Je ne veux pas vous en donner une explication technique car ce serait trop compliqué. Il suffit de savoir que les voitures de tête créent une sorte de dépression qui permet aux voitures qui suivent jusqu'à 150 mètres de voir leur vitesse augmenter, ce qui leur permet évidemment de revenir. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Et vous allez voir Jackie Ives qui dans cette ligne droite revient sur le groupe de tête et il emmène derrière lui les BRM. On peut d'ailleurs penser que si Jackie X et Claire Regazzoni faisaient une véritable course d'équipe, Jackie X aurait peut-être eu intérêt à freiner le deuxième peloton pour empêcher surtout les BRM de revenir sur Regazzoni. Mais enfin, je veux dire que le championnat du monde étant joué, on n'en est plus à assister à des courses d'équipe. Ce que je pense surtout, c'est que les 4 hommes qui sont en tête actuellement essayent de s'entendre très très bien ensemble, de façon à faire le trou par rapport à l'autre groupe, de façon à éviter le danger justement que représente la manière de circuler à 300 à l'heure à un groupe de 10 ou 15 personnes ensemble. Et Pescarolo qui vient de passer là. Pescarolo qui n'est peut-être pas encore irrémédiablement lâché, mais qui est en mauvaise posture. Peterson, non, c'est une voiture qui va être doublée. Oui, je voyais une marche toute seule en tête, j'étais très surpris. Non, c'est une marche attardée qui va être rattrapée justement par les hommes de tête. Il s'agit de la marche de Adamis. Je vous parlais tout à l'heure des pilotes qui se disputent la deuxième place. Je vous ai cité X, Peterson, Fittipaldi et Seifert, mais on peut également inclure dans cette liste Regazzoni et François Sever, qui sont actuellement 6e au classement du championnat du monde avec 12 points. François Sever, par contre, François Sever qui a pris un petit avantage là maintenant, un avantage qui n'est pas suffisant encore. Certainement au fait qu'il a doublé la voiture retardée justement à un endroit. Oui, peut-être en même temps. Exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait, enfin le début de la phrase de Jean-Pierre Josso. Sever a peut-être pris ce léger avantage. Oula, un arrêt là-bas. Il me semble qu'il s'agisse de Stewart. Il me semble que c'est Stewart qui s'est arrêté. Nous allons attendre quand même le passage devant les tribunes pour avoir confirmation. Voilà Sever en tête devant Peterson. Oui, Jackie Stewart ne passe plus. Voilà, Jackie Stewart rentre à son stand. Jackie Stewart rentre à son stand en roue libre. Jackie Stewart, vainqueur de 5 Grands Prix cette année, champion du monde de Formule 1 avant même la fin de la saison, vainqueur du Grand Prix d'Italie 69, qui est le premier donc à lâcher dans ce groupe de tête. Il faut dire que c'est curieux, depuis que Jackie Stewart est assuré du titre
de champion du monde, c'est-à-dire depuis le Grand Prix d'Autriche où il n'a d'ailleurs pas terminé la course, eh bien il semble qu'il ne termine plus une course. Vous voyez, ça se confirme ici. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il s'était passé à peu près la même chose en 1969, année de son précédent succès dans le championnat du monde. À partir du moment où il avait été certain de la victoire finale dans le championnat du monde, eh bien, disons que la malchance s'était acharnée sur lui. Il n'avait plus terminé une course. Et vous voyez que ce groupe de tête est en train... Pardon, attendez, on me fait une communication. C'est Jean-Pierre Jarier qui s'arrête ici. On me fait une communication, excusez-moi une seconde. Vous avez vu s'arrêter Jean-Pierre Jarier, tandis que le peloton de tête est maintenant en train de s'éclaircir considérablement. Je pense que c'est en faveur des dépassements. C'est à la faveur des dépassements des concurrents attardés que la rupture, la cassure a pu se produire. Et vous avez vu que le groupe de tête s'est scindé en plusieurs paquets. Peut-être que Jackie Stewart aussi, tout comme Nanni Galli tout à l'heure, a-t-il légèrement freiné les pilotes qui le suivaient, les a-t-il légèrement attardés. Il suffit vraiment d'un rien, comme je vous le disais au début de ce reportage, pour perdre le contact, pour sortir de l'aspiration. Actuellement donc, 3 voitures en tête. Vous voyez François Sever, Ronnie Peterson et la surprenante Surtees de Michael Wood. Vous voyez que ces 3 pilotes ont fait le trou sur un groupe composé des 2 BRM d'Oden Ganley et de Joe Siffert et de la Matra de Chris Amon. Tandis qu'on pointe plus loin Oliver et Guetin et enfin Henri Pescarolo. Jean-Pierre Jarier, arrêté au stand. Et Sever, que vous voyez louvoyer un peu, c'est pour essayer de sortir évidemment Peterson et Elwood de son sillage. Et vous voyez que derrière, vous avez vu passer, vous allez les voir sortir d'ailleurs de la parabolique, derrière les 3 voitures de tête, les 2 BRM qui tirent derrière elles la Matra. Peut-être vont-ils arriver, s'ils cèdent vraiment énormément, à recoller encore sur les voitures de tête. Voilà, sortie de la parabolique. Le pauvre Pescarolo est 9e
Et lui, il n'a pas la chance vraiment de rouler en paquet avec quelqu'un. Il a été, je vous dis, isolé sans doute. Bien que j'en sois pas certain, étant donné que nous ne l'avons pas vu sur l'écran, mais il est vraisemblable qu'il a été décollé du peloton par l'arrêt brutal de Nanny Galli. François Sever en tête. François Sever et Ronnie Peterson, les deux jeunes loups de la Formule 1, les deux révélations de la saison, le Français et le Suédois, qui sont suivis par Michael Wood. Michael Wood, grand champion de moto, puisqu'il a été, je crois, 8 fois champion du monde de motocyclisme, qui fait là sa rentrée en Formule 1. Une rentrée, tout ce qu'il y a de plus brillante. Il faut dire qu'un circuit comme celui-ci convient particulièrement à ce qu'on peut appeler un gros cœur comme Michael Wood. Et derrière, les deux BRM et la Matra de Chris Amon, qui a du mal, semble-t-il, d'ailleurs, à rester dans le sillage des BRM. Et puis encore un peu plus loin, voici Jean-Pierre Jarier qui repart. Sever en tête. À la sortie du deuxième virage de l'Esmo. Et là, c'est absolument à fond, c'est-à-dire qu'on prend quelques 300 km/h jusqu'à la parabolique. C'est-à-dire que la courbe, la grande courbe dont vous voyez la sortie, dont vous allez voir la sortie maintenant, vous venez de la voir, la courva del Vialone se prend pratiquement absolument à fond. C'est-à-dire à quelques 300 à l'heure. C'est dans cette courbe que Stomlen est sorti hier à la suite d'un ennui mécanique. Et c'est également dans cette courbe que François Sever avait effectué l'année dernière un tête à queue vraiment vertigineux. Il avait eu la chance de ne rien toucher, ce qui n'a pas été le cas de Stomlen. Stomlen n'a pas eu la chance de rien toucher, mais il a eu la chance fabuleuse de ne pas se faire mal. Il semble d'ailleurs que, si l'on veut papoter un petit peu sur les petits bruits, les petits échos de la Formule 1, il semble d'ailleurs que chez John Surtees, on ne se soit pas donné beaucoup de mal pour réparer, pour faire le forcing, pour réparer la voiture de Stomlen. Il y a de l'eau dans le gaz, à vrai dire, entre John Surtees et Rob Stomlen, qui ne s'adresse pratiquement plus la parole, et il est certain maintenant que Rob Stomlen changera d'écurie l'année prochaine. On parle beaucoup transfert en ce moment, évidemment. Chris Amon, que vous venez de voir passer derrière les deux FRM, m'a annoncé hier qu'il resterait certainement chez Matra l'année prochaine, ainsi bien sûr que Beltoise. Ils reviennent un peu, ils semblent recoller un peu au groupe de tête. Seifert qui fait le forcing derrière, alors... Oui, bien sûr, Joe Seifert fait un véritable forcing là pour essayer de revenir sur les trois voitures de tête, et ce faisant, il fait évidemment le jeu d'abord de son coéquipier Adam Ganley, et aussi celui surtout de Chris Amon. Jackie X a disparu, tout comme Stewart. En effet, chez les favoris, on note comme abandon principaux pour l'instant ceux de Stewart et de X. Un pronostic, je pense que Seifert va recoller au groupe de tête. Seifert va recoller au groupe de tête, et sans doute également, bien sûr, Ganley et Amon.
qui profite de son sillage. Regardez, vous voyez que l'écart diminue à vue d'œil. C'est vraiment fantastique, c'est l'aspiration sur le circuit de Monza. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait quelques 150 à 200 mètres d'écart entre les deux groupes de 3 voitures, et que grâce à l'aspiration, eh bien, maintenant, les deux BRM ont presque recollé, et la Matra, sans doute, va pouvoir en faire autant. Là, c'est néanmoins un moment important pour Ganley et Emon, car en effet, là, il risque de se trouver à la limite vraiment de la distance où l'aspiration joue encore, et il ne faut pas qu'il dépasse cette limite. Là, Tipper a fait un très gros travail pour ramener les trois copains sur les 3 premiers. Et maintenant, il va peut-être le payer, il va souffler un petit peu et il va rester certainement derrière, à mon avis. Mais c'est vraiment une course à part, tout à fait spéciale. Il n'y a pas d'autre course comme celle-là. C'est assez spectaculaire, évidemment, peut-être pour le public, mais je pense que pour les initiés, on est tenté de dire heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de courses comme cela. Car vraiment, il n'y a pratiquement pas de pilotage. C'est Elwood en tête. C'est vraiment une course entre les mécaniques. Vous voyez que la deuxième DRM a recollé maintenant et que Chris Emon, là, va certainement en faire autant, puisqu'il est aspiré ici par 5 voitures. Je vous dis, la course se résume finalement à ce petit jeu de l'aspiration, dans lequel il faut être évidemment très attentif, car vous avez pu le constater quand même, la moindre erreur, ou bien même la moindre gêne, et on peut être sorti du sillage, et c'est très difficile d'y revenir. Le reste, eh bien, il suffit évidemment de ne pas avoir d'ennui mécanique, comme on en a eu Stewart et X jusqu'ici. Et après cela, pour les rescapés du groupe de tête, eh bien, toute la course va se jouer vraiment dans le tout dernier virage, la parabolique, vers lesquels les 6 hommes de tête se dirigent maintenant. Vous voyez, tout à l'heure, d'ici à peu près, enfin un petit peu moins d'1 heure maintenant, il suffira d'être le mieux placé possible, ici, au freinage de la parabolique et surtout à la sortie de cette parabolique, pour franchir en tête la ligne d'arrivée. Alors là, évidemment, il y a plusieurs méthodes. On en reparlera tout à l'heure en temps utile. Je crois que Emon se méfie quand même un petit peu et ne tient pas trop à rester derrière Ganley, car il a dû se rendre compte que Ganley avait du mal à suivre les hommes de tête. Nous allons voir si ça se vérifie là. Chris Emon n'a pas pu passer Ganley. On l'a vu déboîter tout à l'heure dans la ligne droite, mais finalement il n'est pas passé devant Ganley. Il semble d'ailleurs que ce soit Chris Emon qui ait le plus de mal à suivre dans... Maintenant, cela dit, s'il n'a pas de mal à suivre, c'est assez difficile à voir exactement. On le voit très légèrement décroché, mais si vous voulez, les quelques mètres qu'il y a de décrochage, ce n'est rien du tout. Vous avez vu Peterson dans ses œuvres. Peterson et Sever sont vraiment des attaquants de tous les instants. Je pense que le concurrent qui adopte actuellement la meilleure tactique, c'est Emon. Dans la mesure où il le fait exprès, car il n'y a aucun intérêt à être en tête actuellement, si ce n'est d'essayer de provoquer une cassure, ce qui me semble assez difficile. Jean-Pierre Josseau, c'est votre impression? Je crois qu'il y a intérêt pour l'instant à adopter une sage position d'attente. Oui, il a raison d'ailleurs. Pendant ce temps-là, il conserve son énergie
Et dans les derniers tours, il y a peut-être une chance qu'il arrive à s'en sortir, à se sortir du groupe, qui se sera usé les forces à force d'attaquer constamment. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la faute qu'à mon avis, sévère, les trois premiers tout à l'heure ont fait, c'est-à-dire de s'attaquer beaucoup trop, au lieu de tout doucement céder et partir, et vraiment s'éloigner du groupe de Siffert. Parce que Siffert, à ce moment-là, si les autres s'étaient entendus très bien, n'aurait jamais pu revenir. Et à mon avis, ils ont fait une faute là, en justement voulant trop attaquer au freinage, au lieu de se laisser bien... Par exemple, vous voyez, j'ai couru souvent à Monza. Lorsque je voulais partir avec un camarade, je me mettais sur la droite de la piste, de façon à ce qu'au freinage, vous voyez comme ça arrive ici, il y a Jarrier qui se range bien à droite, moi je me mettais sur la droite, et la personne qui me doublait se mettait bien à gauche. C'est-à-dire que ça lui permettait de rester sur la bonne trajectoire et de ne pas perdre un seul dixième de seconde. Alors que là, il cherche à se passer bien avant le virage, si bien que tout le monde se ralentit. Et c'est pour la raison pour laquelle les trois premiers... Oui, le public est étrangement muet. Il faut dire qu'il n'y a plus de Ferrari en piste. Ni X, ni Regazzoni. Et c'est là, bien sûr, voilà à nouveau le groupe de tête. Siffert en tête, devant Sever. Et puis il y a Peterson. Que vous avez vu également, Elwood, Chris Simon qui est 5e maintenant, et Oden Ganley. Siffert. Il m'avait semblé tout à l'heure que Eamon ne tenait pas du tout à essayer de se mêler à la bagarre en tête, et il n'avait pas l'air non plus de tenir à rester derrière Ganley. C'est en tout cas un gros sujet de satisfaction vraiment que de voir ici sur ce circuit de Monza le renouveau de Matra, car en effet pour nous autres Français c'était un petit peu la consternation, car après un début de saison assez satisfaisant finalement au Grand Prix d'Afrique du Sud, eh bien on avait vu la situation se dégrader progressivement chez Matra. Or nous autres journalistes spécialisés, nous estimons quand même que Matra ou Pescarolo est arrêté apparemment. Oui, je crois que c'est Henri Pescarolo qui est arrêté. Nous allons en avoir la certitude tout à l'heure. J'ai vu que c'était une marche, mais je ne suis pas encore certain que ce soit Pescarolo. Voilà, les hommes de tête. Et puis derrière... Si, c'est Pescarolo. Pescarolo, on parle beaucoup de Sever cette année. Et je dois dire que François Sever a fait des progrès fantastiques et qu'il a révélé vraiment un très très gros talent. On parle un peu moins de Pescarolo, qui pourtant lui aussi a accompli une saison remarquable. En effet... Oh, encore une cassure en tête. Encore une cassure en tête. Cette fois, eh bien, ce sont encore une fois, semble-t-il, Chris Simon et les deux BRM qui sont victimes de cette cassure en tête. Voilà, Pescarolo repart.
Christemann repart en tête sur la même ligne, Peterson et Sever. Vous voyez qu'ils vont chercher évidemment des freinages assez tardifs, comme nous le disait Josseau tout à l'heure. Et une petite cassure. Oula, il y a une des 6 voitures de tête qui est en difficulté apparemment. Une des 2 BRM. C'est celle de Seifert. Celle de Seifert. Celle de Seifert. Seifert en difficulté. Alors que nous sommes maintenant au 30e tour de course. 31e tour de course. Me dit Michel E, c'est-à-dire qu'il reste, Michel, 24 tours encore à couvrir. 4 des grands favoris donc. 4 des plus grands favoris de ce Grand Prix d'Italie éliminés. X, Regazzoni, Seifert et Stewart bien sûr. Je vous parlais donc de Pescarolo avant que cet événement dans la course se produise, en disant que si on parlait de lui, peut-être un petit peu moins que François Sever, bien sûr parce qu'il obtient des résultats moins spectaculaires, mais il n'a pas eu la chance de pouvoir disposer d'un matériel équivalent à celui de Sever, c'est-à-dire une Tyrrell forte qui fait certainement partie des toutes meilleures Formule 1 actuelles. Pescarolo a couru toute la saison avec une marche si bien qu'elle soit très bien préparée par Frank Williams, un manager britannique qui fait de gros efforts, a connu tout au long de la saison une série d'ennuis qui auraient pu d'ailleurs avoir des conséquences parfois catastrophiques, puisque Pescarolo n'a pas cassé moins de 3 porte-moyeux. Cette année, la rupture d'un porte-moyeu en course, c'est évidemment la sortie de route, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer quand ça arrive à haute vitesse. D'ailleurs, Frank Williams a été tellement écœuré par les mésaventures de la marche qu'il a décidé de construire une voiture spécialement pour son pilote Henri Pescarolo, exactement comme Ken Tyrrell l'a fait pour Stewart et Sever. Cette voiture a été dessinée par un grand spécialiste qui s'appelle Len Bailey, et elle est actuellement en préparation. On peut penser qu'elle fera ses premiers tours de roue au Grand Prix des États-Unis. Si cette voiture donne satisfaction à Pescarolo, celui restera l'an prochain avec Frank Williams, avec lequel il s'entend très bien. Sinon, il étudiera évidemment les diverses propositions qui lui ont été déjà faites par plusieurs marques dont il sait pour l'instant le nom. François Sever, lui, restera très vraisemblablement chez Ken Tyrrell. Vous voyez ici la Lotus à turbine, qui est évidemment distancée. Cette Lotus à turbine dont le principal inconvénient pour l'instant est d'une part qu'elle est très très délicate à piloter, c'est Sever qui est en tête. D'une part qu'elle est très délicate à piloter, et que d'autre part, étant donné qu'on est toujours obligé, pour que la turbine continue à fonctionner, de la maintenir à un certain régime, eh bien on ne peut pas couper le moteur comme sur les Formule 1 classiques. Là, regardez la Lotus à turbine. Quand Fittipaldi va freiner pour la parabolique, il va encore avoir son moteur qui tourne à un certain régime et qui développe encore peut-être 150 chevaux. Ce qui fait qu'évidemment, ça devient du pilotage un peu hasardeux. Et les freins, évidemment, malgré les disques énormes dont sont équipés cette voiture, les freins en prennent un coup. Oui, François Sever, lui, bien que très sollicité, restera sans doute l'an prochain chez Ken Tyrrell. Vous voyez que Chris Amon commence à montrer davantage le bout de son nez ou le bout du nez de sa voiture, si vous préférez, et que la BRM de Ganley a du mal à suivre.
désolé, mais vous savez que dans un Grand Prix, nous sommes obligés, étant donné que nous suivons l'image au maximum, de passer un petit peu souvent du coq à l'âne, c'est-à-dire que nous sommes partis dans une explication, et puis l'image nous commande de parler d'autre chose, et nous interrompons un petit peu brutalement l'explication que vous étiez en train de vous donner. C'est ainsi que je vous parlais tout à l'heure de Matra, en disant vraiment la joie des journalistes français, et je pense de tous ceux qui aiment le sport automobile en France, à voir Matra revenir au premier plan, car nous étions très très inquiets, car nous sommes vraiment tous conscients d'une part du rôle que Matra a joué dans l'évolution et la progression du sport automobile en France, et d'autre part dans le rôle que Matra joue encore et continue à jouer dans cette évolution. Et ça aurait été une catastrophe vraiment de voir cette marque soit disparaître, soit s'enfoncer dans la médiocrité. Je crois que ce qui était en cause, surtout chez Matra, c'était un problème d'organisation. Je crois qu'il y avait une organisation un peu lourde qui ne permettait pas de préparer la voiture et les moteurs dans les meilleures conditions. Jean-Luc Lagardère, le président de Matra, s'est parfaitement rendu compte de cette situation et je pense qu'il a pris, Chris Amon en tout cas me le confiait, de grandes décisions. On ne sait pas encore exactement lesquelles, mais que toute l'organisation Matra va être réorganisée. En tout cas, les premiers résultats sont excellents, puisqu'en l'espace de 3 semaines, un travail considérable a été fourni sur la voiture. Cette voiture que nous avions quittée au Nürburgring alors qu'elle luttait pour les dernières places et que nous retrouvons ici, 3 semaines après, en train de lutter pour la première. Une surprise aussi, c'est de trouver la Surtees peut-être dans ce groupe de tête. La Surtees qui est ici en 2e position derrière Sever. Car en effet, la Surtees avait montré de très grandes possibilités au premier Grand Prix de la saison en Afrique du Sud, un petit peu comme la Matra, et puis après, plus rien. Par contre, trouver Ronnie Peterson et sa marche n'est pas tellement une surprise. Peterson dispose d'un bon moteur Ford et la marche est une voiture certainement très bien profilée, ce qui est important sur ce circuit, bien sûr, ce qui est même essentiel. Quant à Oden Ganley et sa BRM, c'est une semi-surprise, dirons-nous. D'abord parce que la BRM est peut-être la meilleure Formule 1 actuelle. Et puis ensuite parce que voici la Matra en tête. Chris Amon qui a pris la tête au 36e des 55 tours de la course. Un arrêt d'une marche. Je crois que c'est de Adamic. Vous savez qu'en noir et blanc, on ne peut évidemment pas voir les couleurs des casques des pilotes. Sever et Amon à la lutte au freinage, oui. Sever n'a pas insisté outre mesure, ça aurait été d'ailleurs un peu ridicule. Car il n'y a rien à gagner là vraiment à risquer de... Voilà, quelle est la marche qui s'arrête là-bas? Si c'était de Adamic, les caméras italiennes devraient déjà être dessus. C'est de Adamic. C'est de Adamic et les caméras italiennes, bien sûr. C'est d'ailleurs tout à fait normal. Je pense que si au Grand Prix de France, un pilote français s'est arrêté, Henri Carrier en ferait tout autant et ce serait également normal. Chris Amon. Chris Amon qui était vraiment enchanté hier et avant-hier par son moteur. Et là, je ne sais pas exactement ce que l'on a fait sur le moteur chez Matra, car en effet, on garde là-dessus le plus grand secret. Mais en tout cas, il est certain qu'on a trouvé tous les chevaux qui manquaient depuis le début de la saison.
On les a trouvés ou retrouvés? Retrouvés, parce que j'ai l'impression qu'ils y étaient déjà depuis un moment, mais à chaque fois qu'on mettait le moteur dans la voiture, il y avait un problème. C'est ça. Voilà, abandon donc de Joe Adamiche et de la marche Alfa Romeo. Oui, il se produisait effectivement un curieux phénomène. Le moteur Matra, conçu par Georges Martin, qui en lui-même est certainement un excellent moteur, il l'a prouvé. D'ailleurs, chaque fois que ce moteur est testé au banc chez Matra, on lui trouve une très bonne puissance, une puissance qui correspond pratiquement à celle des moteurs Ferrari, des moteurs BRM ou des moteurs Ford, Cosworth. Et puis dès qu'il est monté dans la voiture, eh bien cette puissance chute inexplicablement de 20 chevaux ou 25 chevaux. Eh bien c'est peut-être à cette énigme qu'on a réussi à répondre chez Matra pendant les 3 semaines. On a travaillé sur la voiture. Vous remarquez également le nouveau profilage, le nouveau carénage adopté spécialement pour ce circuit de Monza. Vous voyez le carénage très arrondi à l'avant et qui se prolonge ensuite, qui couvre le moteur. C'est peut-être justement ces carénages et ces profilages qui ont fait que le moteur a retrouvé ses chevaux, parce que c'était tout simplement un problème justement de pénétration dans l'air, qui a empêché le moteur de marcher correctement. C'est possible, je vous laisse la responsabilité de cette... Et regardez l'air chaud qui est projeté par la turbine, qui produit un petit flou. C'est Simon qui va doubler ici. Emerson Fittipaldi va lui prendre un tour. Emerson Fittipaldi, qui, je vous le rappelle, pilote une voiture engagée par un team privé. À vrai dire, là encore, c'est de l'anecdote. Toujours la marche de Pescarolo qui est arrêtée. Décidément bien malheureux cette saison. Pescarolo et surtout bien sûr Beltoise n'ont pas eu beaucoup de chance cette année. Et on me pose souvent la question, à savoir qui est le meilleur, de Beltoise, Sever ou Pescarolo. Et là, je voudrais quand même vous mettre en garde quand vous portez un jugement à ce sujet. Il ne faut pas quand même s'attacher uniquement au résultat. Car la course automobile, c'est quelque chose de tellement compliqué, tellement difficile à juger, que ce n'est pas peut-être par exemple parce que Sever fait le meilleur résultat que Beltoise et Pescarolo qu'il est forcément un meilleur pilote. Maintenant, attention, c'est peut-être un meilleur pilote. Non, ce qu'on peut dire sur Sever, en tout cas, c'est que c'est un pilote qui accomplit sans doute la plus grosse marge de progression cette année. Émon en tête. Enfin, l'essentiel, c'est que nous ayons en France, et ça ne s'était pas produit depuis vraiment de très très nombreuses années, 3 pilotes en Formule 1 qui soient considérés par les étrangers comme vraiment d'excellents pilotes. Car les Anglais ont été, notamment ces derniers temps, impressionnés terriblement par la démonstration de Pescarolo à Oulton Park, dans une course de Formule 1 qui ne comptait pas pour le championnat du monde, où Pescarolo a gagné la première manche et a été en mesure de remporter cette course lorsqu'il a été arrêté par un ennui de freinage. Il paraît que ce jour-là, il a fait une démonstration époustouflante. À la suite de laquelle, d'ailleurs, Surtees, qui a gagné la course, est venu le voir et lui a dit « Téléphonez-moi, nous aurons peut-être à nous parler l'an prochain ». Pour le championnat du monde, Pescarolo a gagné la première manche et a été en mesure de remporter cette course lorsqu'il a été arrêté par un ennui de freinage. Il paraît que ce jour-là, il a fait une démonstration époustouflante. À la suite de laquelle, d'ailleurs, Surtees, qui a gagné la course, est venu le voir et lui a dit « Téléphonez-moi, nous aurons peut-être à nous parler l'an prochain ». Peterson qui prend la tête. Vous remarquez au-dessus des voitures ce qu'on appelle les prises d'air. Oula, un sous-virage d'Emon à l'entrée du virage. Vas-y, l'avant de la voiture partir vers l'extérieur de la courbe.
Et Emon qui déboîte et qui repasse Peterson. Et vous remarquez sur les voitures ce que l'on appelle les prises d'air dynamiques, ces espèces d'entonnoirs qui sont destinés à amener de l'air vers l'admission, à provoquer une surpression, disons pour les techniciens, dans les admissions. Ce qui est curieux, c'est que je ne me rappelle plus qui a été le premier à adopter cette prise d'air dynamique. Je crois que c'est Brabham, sans en être absolument certain. Et dès qu'un constructeur adopte une innovation telle que celle-ci, tous les autres immédiatement s'empressent d'en faire autant pour voir si ça donne de meilleurs résultats. D'ailleurs, Johnny Rive racontait l'autre jour dans l'équipe, il racontait une anecdote assez amusante au sujet de Joe Siffert. Joe Siffert, en effet, l'habitude de raconter des histoires qui sont toujours très très drôles. Et il disait aux journalistes que si un constructeur de Formule 1 s'amusait à monter un tonneau au-dessus de sa voiture, eh bien immédiatement tous les autres s'empresseraient d'en faire autant pour voir si ça ne donnait pas de meilleurs résultats. C'est un peu exagéré, Elwood, en tête. Mais c'est un peu vrai. Toujours 5 voitures en tête, 5 voitures suivies par la DRM de Geffen, qui occupe la 6e place. Et puis derrière, à la 7e place, il y avait tout à l'heure la McLaren d'Oliver. Je ne la vois plus passer depuis un moment. Voilà la McLaren d'Oliver qui est toujours 7e, qui est talonnée par la Brabham de Graham Hill, qui est 8e donc actuellement. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu une hécatombe considérable. Là, c'est Joe Siffert, vous voyez, qui s'est rangé sur le bas-côté pour laisser passer les voitures de tête. Toujours un petit duel au freinage. Emon Sever. Oui, il y a une hécatombe considérable. Vraiment, il y a la moitié des voitures qui ont disparu. Le pauvre Siffert vient de se faire prendre un tour. Siffert qui était en mesure de gagner cette course. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que les voitures sortent de la parabolique, ça fait déjà plusieurs tours que Hamon passe le premier à la ligne d'arrivée. Il doit faire des expériences. Je touche du bois, il fait des expériences en ce moment. Mais on est bien près d'une victoire, j'ai l'impression. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Restez calme. Restez calme. Nous allons quand même pas tomber. Je voudrais surtout pas lui porter la pointe. On va quand même pas trop tomber dans l'excès qu'on reproche aux supporters italiens. Hein. Car là, vraiment, il suffit qu'une Ferrari se pointe à l'horizon et les tribunes à chaque fois manquent s'écrouler ici. Cela dit, je crois qu'on peut être, d'ailleurs, si on veut donner dans le chauvinisme, on peut être un petit peu partagé ici, soit entre une victoire Matra avec Chris Emon, soit entre une victoire d'un pilote français avec François Sever sur une voiture étrangère. Mais attention, je vous dis qu'on peut être partagé dans ce choix, mais il y a d'abord M. Peterson. M. Peterson, qu'il ne faut pas oublier. Il y a M. Elwood qui a également son mot à dire. Et puis M. Oden Ganley, qui lui aussi est à sa première saison de Formule 1 et qui fait partie des jeunes espoirs et qui voudrait bien qu'on ne l'oublie pas. Michel Heu, nous en sommes à quel tour ? 44e tour, donc il reste encore 11 tours à couvrir maintenant. 11 tours à couvrir. Sever en tête là devant Emon. Ce qui revient à dire que là maintenant nous allons pouvoir commencer à
dépasse à la sortie de la grande courbe d'Albialonnet vers lesquelles les pilotes se dirigent maintenant, et ici à l'entrée de la parabolique où nous les attendons en ce moment. Car c'est ici que tout va se jouer dans le dernier tour. Et il faut se livrer à quelques expériences en ce moment. C'est-à-dire qu'Emon, par exemple, doit regarder ce qui se passe quand il sort en tête. Il doit regarder si quelqu'un le dépasse avant la ligne d'arrivée. Voilà, regardons un peu. Non. Sever ne le dépasse pas avant la ligne d'arrivée. Seulement maintenant, on peut se demander aussi si Sever essaye vraiment de le passer avant la ligne d'arrivée, ce qui n'est pas obligé. Mais en fait, ça paraît quand même probable. Ça, évidemment, pour Emon, s'il arrive au fil des tours à se rendre compte que chaque fois qu'il rentre en tête dans la parabolique, c'est-à-dire qu'il prend tout le monde au freinage, s'il se rend compte que personne n'arrive à le franchir en se collant derrière lui et en déboîtant à l'aspiration avant la ligne d'arrivée, eh bien le problème tactique va se trouver simplifié pour lui. Sinon, ça tendrait à prouver, alors à ce moment-là, qu'il dispose d'un moteur, soit d'un moteur légèrement supérieur à ceux qui arrivent, soit de rapports de boîte de vitesse qui sont mieux adaptés. En tout cas, on peut considérer à voiture égale, c'est-à-dire un moteur égal et un rapport de boîte de vitesse égaux, qu'il y a intérêt à sortir de la parabolique en deuxième ou troisième position, à se faire aspirer, comme vous voyez en ce moment, et à déboîter avant la ligne d'arrivée. Regardez. Vous voyez, il y a intérêt donc à sortir troisième, à déboîter ici, en profitant du sillage des deux autres, pour essayer de les passer avant la ligne. Seulement pour Emon, il semble se vérifier que chaque fois qu'il sort en tête de la parabolique, eh bien, il n'est pas dépassé. Oui, mais tout à l'heure, je l'ai vu faire aussi 2 fois ou 3 fois, je crois, sortir en deuxième position, et malgré tout, il était passé sur la ligne d'arrivée en tête. Alors, il a bon espoir. Je vois aussi. J'en connais un qui doit bouillir d'impatience. Ça doit être Jean-Pierre Beltoise, parce qu'il imagine que, je suppose, s'il était dans la course, il pourrait défendre très largement sa chance. Ça, c'est sûr. Pierre Beltoise qui était troisième l'année dernière ici et qui était troisième également l'année d'avant. Enfin, bientôt on ne parlera plus de cette assez lamentable affaire Beltoise, puisque Jean-Pierre Beltoise se verra rendre sa licence la semaine prochaine. Il fera sa rentrée à l'occasion des 24 heures Paul Ricard, réservée aux voitures de tourisme améliorées, une course nouvelle en France, que nous vous retransmettrons d'ailleurs en direct et en partie à la télévision. Là, je crois que ça va être passionnant sur le circuit Ricard aussi. Samedi et dimanche prochain. En attendant, nous allons vivre vraiment une arrivée fantastique dans ce Grand Prix d'Italie, et le cœur de tous les Français là bat doublement, puisque nous pouvons enregistrer, d'une part, la victoire d'une voiture française de la Matra, serait la première victoire en Grand Prix de Formule 1 de la Matra moteur V12, un moteur français, ou bien alors, peut-être, la victoire d'un pilote français, François Sever, sur la Tyrrell Cosworth. Ce serait à ce moment-là la première victoire d'un pilote français depuis, je crois, la victoire de Maurice Trintignant au Grand Prix de Monaco en 1958. Encore 8 tours à couvrir. Ah, voyons ce qui va se passer ce coup-ci. Ce coup-ci, c'est Sever qui est en tête et qui est attaqué par Peterson. Et j'ai pas bien vu Emon. Regardez. J'ai pas bien vu Emon, qui me semblait... Oula, oui, qui me semblait loin, là. Il a un problème, Chris Emon. C'est fini. Oh là 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 là.
Oh, c'est pas possible la malchance. Il a l'air de s'essuyer le devant du casque, c'est-à-dire qu'il a pris un caillou ou un caillou reçu de l'huile peut-être sur le pare-brise, et auquel cas il n'y verrait plus rien du tout. Et alors quand il est passé devant nous, il s'est essuyé la figure. Alors peut-être que ça n'est que ça, et j'espère qu'il aura le temps de revenir. Oh là là, ça me paraît difficile. Ah, ça, ce serait vraiment la consternation, car... Oh, je vois plus Damon. Sever en tête. Sever en tête, excusez-moi, je reste muet, là c'est un petit peu de chauvinisme, évidemment, bien sûr. Mais enfin, reconnaissez que c'est quand même... Voilà, Chris Emmons. Ronnie Peterson en tête. Ah, ça c'est vraiment quand même la poisse. Hein. On peut appeler la malchance. Et ce qui est curieux, c'est que la BRM de Guétine a recollé au groupe de tête. Il semble qu'il n'a plus de plexiglas devant son casque. Oh là 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 là, le plexiglas cassé. Évidemment, c'est une interprétation. Et voyez ici Graham Hill qui s'arrête. Il est toujours très très difficile de deviner ce qui se passe dans une course de Formule 1. Oui, mais enfin, a priori, à 200 ou 300 à l'heure, c'est quand même rare de mettre la main devant le... Oui, bien sûr, bien sûr. Certainement qu'il doit se protéger. Oh, mais ce sera encore plus désolant, parce que là, ce serait vraiment une raison parfaitement stupide. Et Guétine a profité de tout ça pour recoller au groupe de tête, où l'on trouve à nouveau 2 BRM. Ça, c'est assez fantastique parce que Peter Guétine naviguait assez loin des premiers. Il a réussi progressivement à revenir dans le groupe de tête. Je regarde attentivement. Oui, je crois que Jean-Pierre Josseau a parfaitement raison. Il semble bien que Chris Emmons n'ait plus de plexiglas à son casque. Et il est bien évident que sur ce circuit, on roule à 300 km/h. C'est absolument impossible. Il y a les yeux qui pleurent et... Haywood qui est en tête maintenant et qui essaye de partir. On rentre la Brabham. De Jack Brabham. Donc encore frappé par la malchance, les Matras. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elles aient démontré qu'elles étaient à nouveau en mesure de remporter un Grand Prix. Et vraiment, là, c'est d'autant plus fâcheux que, comme nous le constations avec Jean-Pierre Josseau, vraiment, Emmons semblait dominer ses rivaux au point de vue puissant. Mais si c'était vraiment une visière, je me demande dans quelle mesure Emmons n'aurait pas eu intérêt à s'arrêter à son stand. Non, parce que de toute façon, à si peu de tours de la fin, vous savez très bien qu'il n'y a plus aucune chance. Alors maintenant, il préfère terminer relativement doucement pour ne pas trop perdre malgré tout sur son classement. Un classement, je pense que pour la
6e place, il doit pouvoir être menacé par Jackie Oliver. Mais je crois qu'il avait quand même le temps de s'arrêter à son stand s'il s'agit de cet incident, ce qui n'est pas encore absolument certain à 100%. Bon, intéressons-nous maintenant à la bagarre toujours fantastique en tête, là. Vous avez vu une BRM émerger entre Ronnie Peterson et Michael Wood. Il s'agit de Gettin, Peter Gettin, qui vient de prendre la tête et qui est vraiment, on pourrait presque dire, un miraculé du groupe de tête, puisqu'il était nettement distancé et que c'est sans doute à la faveur de l'incident de Chris Amon qu'il a eu la chance de pouvoir recoller aux voitures de tête. Ah ouais, c'est difficile à voir peut-être sur l'écran, mais Chris Amon porte la main. Chris Amon porte la main à son casque. Encore 3 tours maintenant. Encore 3 tours maintenant pour les 5 hommes de tête. Qui vont effectuer ici, dans quelques instants, leur 53e passage. Vous avez vu à l'extrême gauche déboîter Elwood. En tête, c'est Gettin toujours. BRM numéro 18. Gettin, oulala, qui a failli se faire passer par Peterson en plein dérapage dans la parabolique. Sever qui tout à fait à l'intérieur, oulala, dans l'herbe même. Vous avez vu où Sever a dû aller passer? Tout à fait sur la droite. Au ras du rail. Ah oui, oui. Dans l'herbe et au ras du rail, ça c'est vrai. Plus que 2 tours. Plus que 2 tours maintenant. François Sever en tête. Ah, je vous disais que ce Grand Prix d'Italie, ce n'était pas le plus beau au point de vue pilotage pour les initiés. Il est certain qu'au point de vue suspense, il est difficile de faire mieux. Ça, c'est certain. Pour les spectateurs et pour les commentateurs, c'est formidable. Oui, pas pour les pilotes, c'est vraiment affreux. Pas pour tous les spectateurs d'ailleurs, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 150 000 personnes, mais elles ont du mérite, car il y a vraiment peu d'endroits ici où on puisse voir quelque chose. Peterson à nouveau. Peterson à nouveau, qui rentre en tête dans la parabolique. Qui en sort en tête également devant Sever. À mon avis, si François veut gagner, il faudrait qu'il arrive à passer le premier, parce que vous venez de voir que Peterson était sorti le premier de la parabolique et François était juste derrière lui. Et il n'a pas pu remonter son handicap par rapport à Peterson, bien que ce soit tout juste, il s'agissait peut-être d'un nez seulement. À mon avis, il aurait intérêt à être le premier à la parabolique. Dernier tour maintenant, Jean-Pierre. C'est l'arrivée. Dernier tour, nous allons attendre. Voilà, l'Esmo, Sever en tête. Sever en tête à l'Esmo. Suivi par Peterson et Gettin. Sever en tête à l'Esmo, suivi par Peterson et Gettin. La grande ligne droite du circuit avec les 2 courbes tout à fond jusqu'à la parabolique. Nous allons attendre maintenant le freinage de la parabolique. Voici le groupe de tête. Espérons qu'ils ne vont pas être gênés quand même par les concurrents attardés. Voici Peterson qui va essayer de piquer au freinage et puis Gettin. Oh là, je crois que Sever s'est fait posséder dans l'affaire, il me semble. Il me semble bien. Non, pas encore. Pas encore. Il a gardé l'extérieur. Il a gardé l'extérieur. Et je crois que c'est Gettin qui va l'emporter. Gettin devant Peterson et Sever. Peterson Sever. Hein? Gettin, Peterson Sever. Oui, c'est ce que je viens de dire.
Guettin devant Peterson et Sever. Je crois que François là s'est fait, comme on pourrait dire un peu vulgairement, un peu possédé. Car en effet, il n'a peut-être pas assez fermé l'angle. Non, mais à mon avis, je crois qu'il a été gêné par les gars qui étaient devant lui, puisqu'il s'est trouvé avec Peterson qui l'a attaqué au freinage sur la droite, et lui, il pouvait rien faire parce qu'il avait un retardataire devant lui. Chris Amon qui termine quand même 6e. Jarier qui termine également cette course. Ah, le pauvre Chris Amon, bien malchanceux. Chris Amon qui prend la 6e place. Et François Sever qui soit a été gêné, seulement voilà, je vais vous dire, il y a un truc qui est un peu gênant c'est que vous savez, la caméra écrase un petit peu, vous voyez, cette caméra-ci que nous voyons, elle écrase un peu les distances, ce qui fait que c'est difficile de savoir à quelle distance François Sever était effectivement du concurrent attardé qui semblait devant lui le gêner un peu. Oui, mais vous avez remarqué qu'au moment du freinage, François a tourné la tête sur la droite pour regarder où se trouvait Peterson de façon à savoir s'il pouvait passer entre le retardataire et Peterson. Et certainement qu'il n'a pas pu le faire. En tout cas, c'était fantastique ce dernier freinage. Vous avez vu Sever qui freinait tard à l'extérieur. Vous avez vu Peterson qui est venu le piquer un peu à l'intérieur. Et puis alors là, Guettin qui a joué le tout pour le tout et qui s'est infiltré comme un kamikaze, complètement à la corde, et qui finalement a réussi à sortir en tête et à surprendre tout le monde. Vous avez également que Peterson déboîtait une extrémiste sur la ligne d'arrivée pour essayer de le passer. Vous avez vu que Sever en faisait autant, mais ils n'ont pas pu remonter complètement. Peter Guettin. Eh bien, c'est une très grosse surprise. Inutile de vous le dire. Peter Guettin, en effet, est un transfuge de l'écurie McLaren. Chez McLaren, en effet, on jugeait qu'il n'obtenait pas des résultats suffisamment bons. Et il a été prié, très très poliment d'ailleurs, et très très gentiment, de quitter la maison McLaren. Il a été immédiatement récupéré par BRM qui vient d'être affecté par la mort tragique de Pedro Rodriguez. Et pour sa deuxième course, je crois, après le Grand Prix d'Autriche, sur BRM, il permet à l'hymne britannique de retentir ici à Monza. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous quittons maintenant Monza pour poursuivre notre voyage européen et sportif qui va nous rendre maintenant en différé à Munich, d'où Claude Médieux va nous commenter un reportage sur les Jeux pré-olympiques d'athlétisme.